Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue. On attend encore, les derniers participants, voilà, pour suivre ce webinaire dédié à la lead generation. Encore quelques secondes et on sera prêt pour vous présenter, ce webinaire organisé par le collège lead du CPA, avec évidemment des membres, spécialistes et experts de la lead generation, au sein du CPA. Est-ce que tout le monde, nous entend bien? On voit que oui. Bonjour tout le monde vous qui nous rejoignez, merci pour vos messages déjà. Voilà, vous nous entendez bien. Il est 11h03, on va démarrer si vous le voulez bien. Les derniers participants nous rejoindront en cours de route. Donc bienvenue sur ce webinaire, organisé par le CPA, le collectif pour les acteurs du marketing digital. Voilà, nous sommes, une centaine, d'adhérents, membres du CPA et regroupés en collège et on a le plaisir, donc ce matin, vous avez une partie du collège lead, du CPA, donc des comment dire? Des experts, spécialistes dans la lead generation, qui et on va vous prodiguer toutes les bonnes pratiques et tout ce qui se passe sur le lead, tout ce qui s'est passé sur le lead et tout ce qui va se passer dans les mois à venir. Alors, j'ai le très grand plaisir et la joie de voilà, d'organiser ce webinaire, avec mes collègues, du CPA. Je suis moi-même, donc Axel Huyghe, je travaille au sein du groupe, Infopro Digital. Infopro Digital est une, voilà, société de data, de médias et de tech. Vous connaissez certainement quelques titres comme, Le Moniteur, Usine, Digitale, ou Companeo. Je laisse la parole à Léa. Bonjour à tous, Léa Labesse, directrice lead génération chez Time One Group, qui appartient au groupe Isoscale, qui est une agence data marketing et communication. Merci Léa. Laurent? Oui, bonjour à toutes et à tous. Laurent Joly, responsable des partenariats chez Data on Demand. Nous sommes une agence experte en lead generation, en lead management et en CRM depuis 10 ans. Nous définissons, mettons en place et monitorons les solutions les plus héroïstes pour recruter et fidéliser les clients. Merci beaucoup, Laurent. Et enfin Thomas? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Thomas Robin, fondateur et CEO de Edilid. Donc, Edilid est une régie publicitaire multilevier qui va générer des leads essentiellement B2C dans différents domaines comme l'immobilier, l'habitat, les services, pour les annonceurs et pour les agences. Bonjour à tous. Merci Thomas. Nous avons également la grande joie d'accueillir Domiti au sein de Harley Avocat et Harley est évidemment membre du CPA. Bonjour Domiti. Bonjour à tous, oui, Domitille Philippe, avocate au cabinet Harley Avocat. J'interviens notamment sur les aspects données personnelles et j'accompagne le CPA sur cette thématique. Bonjour à tous. Merci Domiti. Allez, on va rentrer, dans le sujet. Avant ça, effectivement, on on organise ce webinaire, parce que nous avons une nouveauté, en tout cas une sortie, au sein du CPA, c'est le Book du Lead. C'est la nouvelle édition du Book du Lead qui est réalisé par le collège lead, du CPA. Dans ce book, en fait, dont on vous donnera, à la fin l'adresse pour le télécharger. Dans ce book, vous aurez évidemment toutes les informations des experts, du lead B2C et B2B membres du CPA. Comme on est très ouvert, on répertorie aussi, d'autres, acteurs du lead, qui ne sont pas encore membres, mais peut-être cela viendra-t-il. Et nous avons également dans ce book, toute une partie, RGPD et juridique qui a été, réalisée notamment par, Domiti et le cabinet Harley. Le programme du jour, on a une petite trentaine de minutes pour voir un petit peu les tendances de la lead generation et l'état des lieux, voilà, à date, avec tout ce qui s'est passé.
Voilà, à la fois d'un point de vue juridique, d'un point de vue un petit peu environnement, en tout cas, l'état des lieux de la lead en France, en tout cas. On va faire un point également sur la valorisation de la lead gen. Vous allez voir que derrière la lead gen, il y a des ressources tech et des ressources humaines pour faire en sorte que les dispositifs de lead gen soient le plus qualitatifs possible. Et enfin, on va ouvrir en dernière partie sur les perspectives de l'année prochaine dans un contexte particulier. Allez, on y va. Avant tout, on a pour habitude, lors de nos sessions de lead, de définir le lead, puisque tout le monde a un peu, voilà, parfois des définitions différentes. C'est une définition qui a été faite par le collège lead du CPA. On estime qu'un lead est un prospect ayant exprimé une intention claire d'achat ou d'un produit ou d'un service et ayant confirmé sa volonté explicite d'être contacté. Les mots-clés les plus importants, vous les connaissez, c'est évidemment l'intention claire, en tout cas l'intention et la volonté explicite d'être contacté, et notamment on fera un point juridique avec Domiti sur ces mots-clés sur le lead. Tendance et état des lieux, je laisse la parole à Laurent de Data on Demand. Merci Axel. L'idée sur ce slide est de bien appréhender l'écosystème évoqué aujourd'hui en visualisant tous les leviers de la lead generation qui sont actifs en 2022. S'il y a un constat et un point marquant, c'est qu'en une décennie, quand certains ont commencé le métier de la lead gen avec un seul levier comme le courrier postal, puis le télémarketing, puis l'email, en une décennie était devenu un écosystème digital qui n'a cessé et ne cesse de se réinventer, qui a bouleversé le rapport au point de vente et avec lui le parcours client. Alors, on classifie généralement ces leviers en deux périmètres, le média pour le SEO, le SEA et les réseaux sociaux, ou le hors-média, et on est amené à les activer tout ou partie selon bien sûr les problématiques, les secteurs et les thématiques. Alors, à ça est venu se greffer un environnement réglementaire et légal important, et c'est ce qu'on voit tout de suite avec Domitil. Merci Laurent. Domiti du cabinet Harley va nous mettre en situation sur le cadre légal, notamment de la lead gen. Merci Axel. Alors oui, les différents outils et moyens de générer des leads, que ce soit en B2B ou en B2C, reposent sur la collecte de données à caractère personnel, car l'objectif est d'identifier une personne, que ce soit un consommateur ou un professionnel d'un secteur donné. Donc, lorsqu'on parle de données personnelles, on pense tout de suite réglementation et notamment RGPD. Parce que RGPD, Règlement général sur la protection des données personnelles, est source de risques. D'une part, compte tenu des montants importants qui peuvent être prononcés en termes de sanctions. Un risque également en termes d'image, puisque les sanctions notamment de la CNIL, enfin même les décisions de la CNIL de mise en demeure notamment, peuvent être rendues publiques. C'est une source de risque aussi parce qu'aujourd'hui, la prospection commerciale est une thématique de contrôle de la CNIL pour l'année 2022-2023. Mais la réglementation, ce n'est pas simplement le RGPD. Il y a également d'autres sources de droit, également d'origine européenne, comme la directive e-privacy qui réglemente les cookies, mais également un certain texte d'origine nationale, donc la loi informatique et liberté qui fait objet de contrôle par la CNIL, mais également le Code des postes et communications électroniques qui réglemente la prospection commerciale, ou encore le Code de la consommation. Et il y a notamment un récent décret publié en novembre et qui sera en vigueur à compter de mars 2023, qui va même jusqu'à réglementer les activités de télémarketing en termes de jours et heures d'appel, et même combien de fois un consommateur peut être sollicité dans le cadre d'opérations télémarketing. Donc, une fois qu'on a établi ce panorama de la réglementation, on pense qu'il y a certainement beaucoup de contraintes pour les campagnes de lead et peu d'opportunités. Mais en réalité, la clé, c'est la maîtrise du risque, c'est-à-dire travailler avec des acteurs qui connaissent les règles, les maîtrisent et évidemment les respectent. Quand on pense prospection commerciale, on pense souvent à l'exigence de recueil d'un consentement ou d'opt-in. Pourtant, obtenir un consentement, c'est difficile. Il faut que l'utilisateur se prononce de façon libre, sans contrainte, de façon univoque, c'est-à-dire qu'il faut un acte positif clair, et de façon spécifique, pour une finalité bien précise.
En réalité, dans le respect de la réglementation applicable, il n'est possible de générer des leads sans consentement. À titre d'exemple, en B2B, la collecte de leads et le transfert de leads est possible sur la base de l'intérêt légitime, à la condition que l'objet de la prospection soit en rapport avec la profession de la personne concernée. La campagne pourra donc être basée sur de l'opt-out. En B2C, on retrouve également des règles où la prospection par téléphone est possible sur la base de l'intérêt légitime, pour autant que l'utilisateur ne soit pas sur liste d'opposition comme la liste Blocktel. De même, la prospection emailing est possible pour des produits ou services analogues qui ont déjà été achetés par le consommateur. Et même en matière de cookies, il y a des exemptions au consentement. À titre d'exemple, le tracking de l'affiliation en matière de cashback ne nécessite pas un consentement au cookie. Il y a également une autre base légale qu'on néglige souvent, qui est le contrat, l'exécution de mesures précontractuelles ou contractuelles. Et cette base légale, elle s'applique aussi bien en B2B qu'en B2C. C'est une base appropriée pour la génération de leads, telle que par exemple la demande de documentation, la demande de devis, la demande d'être rappelé, etc. Quelle que soit la base du traitement qui va être sélectionnée, dans tous les cas, il faut veiller à être transparent envers l'utilisateur, c'est-à-dire l'informer du traitement et lui donner les moyens de s'y opposer. Ça, c'est pour la partie et la relation avec l'utilisateur. Mais il y a également un point qui est important, c'est la relation annonceur-fournisseur de leads, qu'il faut voir véritablement comme une relation de partenariat où chacun a un rôle à jouer et doit être responsabilisé. Et ça, peu importe de la qualification juridique qui va être retenue en la matière, que ça soit sous-traitant, responsable de traitement ou responsable conjoint au sens de la réglementation applicable en matière de données personnelles. Au départ, il faut véritablement nouer un partenariat qui passe par un accompagnement pour déterminer les outils, les données collectées et les conditions du traitement. Cet esprit de partenariat, ça permet notamment d'échanger sur les contraintes, qu'elles soient juridiques ou techniques, et de proposer des solutions. À titre d'exemple, le renforcement des règles en matière de cookies et les solutions trouvées pour y remédier seront abordées par Thomas. Merci Domiti pour ce point voilà, juridique très clair et on va tout de suite passer la parole justement à Thomas. Oui, donc merci Domiti pour ces explications très claires et précises, parce qu'on a forcément besoin du légal. Donc pour commencer, donc moi j'ai présenté une petite chronologie que tout le monde connaît, mais pour reposer un peu les jalons de ce qui s'est passé. Donc en 2018, on voit l'entrée en vigueur de la RGPD en mai 2018, qui donne des contraintes en plus de la loi de 1978. En 2020, il y a Apple qui met en place l'iOS 14, c'est-à-dire qu'on a un arrêt total du tracking sur l'ensemble des iPhones, par défaut. En 2021, une obligation du consentement de validation des cookies sur les navigateurs. En 2023, Google annonce la fin des cookies tiers sur ces interfaces et navigateurs. Et pour finir par une petite touche d'humour, est-ce qu'en 2025, on ne va pas finir, nous, en tant que générateur de leads, par une petite indigestion, quoi. Voilà. Donc pour les conséquences que cela a engendré pour la lead gen, donc on a pu voir pour nous tous des baisses de taux de transformation, des baisses de remontée de conversion, c'est-à-dire que depuis la mise en place de tout cela, 50% des conversions des leads remontent sur les plateformes publicitaires, donc c'est très très compliqué pour piloter les campagnes en temps réel. On a également une baisse de la connaissance de nos audiences, parce qu'on ne sait plus qui visite, ou pour les campagnes de lookalike ou de retargeting, ça devient de plus en plus compliqué. Donc la gestion des KPI en devient très complexe. Et en plus, vient s'ajouter à cela des CPM qui sont en hausse dû au Covid, parce qu'il y a eu beaucoup de concurrence sur le marché du digital. Voilà. Et donc des CPM qui ont augmenté entre 30 et 60% depuis le début du Covid à aujourd'hui et les différentes crises qu'on connaît. Donc, voilà, merci. Merci Thomas pour effectivement les conséquences là assez brutes de ces derniers mois et de ces dernières années pour nous acteurs de la lead gen.
on va passer effectivement à un constat aussi qu'on observe, notamment chez nos annonceurs, chez nos clients, effectivement qui ont de plus en plus, voilà, où la lead gen est importante puisqu'elle permet, effectivement de livrer des prospects à des forces commerciales, parfois nombreuses. Donc, nos annonceurs parfois sont très dépendants de nous, hein, ce qui est bien, mais ce qui peut être, effectivement, parfois problématique puisque vous savez que la lead gen n'est pas une science exacte. Il y a des périodicités, il y a des leviers qui sont, plus ou moins, performants que d'autres et malgré tout, effectivement, beaucoup de nos annonceurs, à juste titre, certainement, nous demandent de respecter des trends de livraison, par mois évidemment, par semaine, voire par jour, histoire que les commerciaux absorbent bien, mais pas trop, heu, les leads qu'on va leur fournir. Donc c'est ce qui, pour nous, acteurs du lead, demande effectivement, bah, voilà, encore plus de contraintes et un pilotage vraiment, très, chirurgical, ce qui peut être, compliqué. Donc tout ça pour éviter des pics de livraison parce qu'il y a des pics de livraison, des pics de génération de leads et de livraison qui existent. Autre point qu'on remarque, c'est qu'on a alors, bon le mot est parfois un peu fort, mais des annonceurs, à éduquer. Souvent ils ont une méconnaissance, de certains points, qu'on peut faire ou pas en lead. Notamment, voilà, le fait de vouloir à tout prix, intégrer énormément de champs dans un formulaire, parfois des champs inutiles, qui peuvent casser, la transformation. Tout ça, nous, acteurs du lead, on éduque et on conseille nos clients de voilà, mettez ce qui est nécessaire. Parfois, nous, les acteurs du lead, on a la donnée quand c'est une donnée propriétaire, on a tous les champs qu'ils souhaitent, donc on peut les transmettre après coup. Ne mettons que les champs essentiels. Ça, c'est un petit exemple. Autre, exemple, par exemple dans le B2B, heu des annonceurs nous demandent, de mettre un opt-in, voire un double opt-in et comme l'a dit, Domiti, tout à l'heure, la spécificité, du B2B en France, c'est que, il n'y a pas de notion d'opt-in, il y a une notion d'opt-out. On n'est pas obligé, de mettre, des cases à cocher et nous, devons effectivement, bah, expliquer, que, ça peut être casser la transformation et ça ne peut ne pas être nécessaire. Voilà parmi les constats qu'on peut faire, également sur la lead gen, ces derniers mois. Je passe la parole à Léa. Effectivement, merci Axel. Alors depuis quelques années, beaucoup d'annonceurs sont devenus plus regardants sur la performance de leurs investissements marketing et d'autant plus depuis la crise. On le voit ici, 70% des entreprises en 2022 disent préférer la qualité à la quantité. Donc finalement, on a dû s'adapter à ces exigences et on est passé pour une partie des annonceurs sur une collecte de masse, puis une collecte de leads qualifiés. Donc, comment on a amorcé finalement cette transition? Il y a 3 blocs importants. Le premier bloc, c'est l'optimisation de tous les supports. Je vous en parlerai juste après. Une fois les leads collectés, on va leur appliquer des traitements. Et puis enfin, finalement, une analyse bien plus poussée, toujours dans une optique de ROI pour l'annonceur. Donc, je vais commencer par l'optimisation des supports. Si tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît. Donc, on est passé de support avant très, très light, avec uniquement les informations de contact, à des supports beaucoup plus complets. On va retrouver des champs complémentaires qu'on va pouvoir après filtrer ou prioriser dans les traitements. La mise en place pour certaines campagnes de date picker. Donc, on va demander à la personne quand est-ce qu'elle souhaite être appelée dans un souci d'optimisation du temps d'appel et de joignabilité. D'autres exemples, on a maintenant la notion de rappel présente un peu partout sur le formulaire, sur la landing page. Avant, c'était peut-être un peu moins présent. La notion d'opt-in, et finalement, voilà, on optimise nos supports pour faire en sorte que la conversion derrière côté annonceur soit la meilleure possible. Donc, une fois ces leads collectés, on va leur appliquer différents traitements.
Sur ces traitements, on peut mettre, j'en parlais juste avant, sur les questions qualifiantes qu'on peut mettre en place. On va pouvoir appliquer des filtres nettement plus restrictifs. Pour certains de nos annonceurs, nous, on peut avoir jusqu'à 10 filtres. Quand je parle de filtres, ça peut aller de la date d'attention, de la géolocalisation, etc. Ensuite, on va activer des outils tiers qu'on va plugger sur nos propres outils pour aller vérifier est-ce que cette adresse mail n'est pas un bounce, est-ce que cette adresse postale existe ou bien est au bon format. On va vérifier l'existence des numéros de téléphone également. Et du coup, sur tout ça, finalement, tu as été un poil trop vite, Axel, pardon. Sur tout ça, on est également en mesure, et on le fait maintenant parce qu'il y a une demande côté annonceur, de mettre en place aussi des briques de requalification, des requalifications par téléphone ou bien du double opt-in par SMS ou par email. Tu peux passer à la slide après. Merci beaucoup. Donc, on a vu les supports, on a vu le traitement. Une fois qu'on a fait tout ça, finalement, il va falloir analyser. Et autrefois, lorsque le pilotage était plutôt global sur une campagne, donc est-ce que ma campagne au global est rentable ou pas, maintenant, on passe sur un pilotage bien plus granulaire et on va analyser les différents points, les supports, les créas, les leviers, etc. Et finalement, on est passé d'un modèle où on dégrade la transformation, de notre collecte. Quand je parle de transformation, c'est le clic versus le lead, parce qu'il y a toutes ces contraintes qu'on a mis en place pour faire en sorte d'augmenter la transformation côté annonceur et avoir un ROI annonceur qui est plus élevé qu'avant. Je vais laisser mes confrères Laurent et Thomas vous parler des optimisations, qu'elles soient technologiques ou marketing. Oui, tout à fait. Merci Léa. Donc, pour contrecarrer les problématiques RGPD, moi je vais plutôt parler de la partie des solutions, de quelques solutions techniques qu'on peut mettre en place pour continuer à bien piloter ses campagnes et à générer des leads dans les coûts attendus. Et Laurent s'occupera plutôt de la partie marketing. Donc, concernant la partie technique, nous, ce qu'on préconise, c'est aussi par rapport au bandeau de validation des cookies. Ça peut être vraiment un élément assez important et qui peut vous permettre de réassurer, d'assurer votre lead en faisant un beau bandeau cookie, un mélange de branding et de réassurance, en disant il arrive sur un site sérieux. Aujourd'hui, tout le monde voit ces bandeaux, donc ça permet, on peut aussi le transformer en élément de communication. Voilà, il y a aussi également la mise en place du serveur to serveur, c'est-à-dire que le serveur des régies publicitaires comme Facebook, Google et autres va communiquer directement avec votre serveur et vous allez envoyer les données entre les deux serveurs. Ce qui va permettre de ne perdre aucune data et d'avoir vraiment le nombre de leads exact dans les plateformes publicitaires par rapport à vos données en base de données. Voilà. Ensuite, nous avons également, pour continuer à suivre nos audiences et à constituer des bassins d'audience, le hachage de données, c'est-à-dire qu'on va crypter les données par des systèmes comme le MD5 pour les emails, etc. On va crypter les données et les envoyer aux plateformes publicitaires. Donc, au niveau RGPD, c'est totalement conforme. Et cela va, à la place d'une adresse email, on va avoir un code à 58 chiffres, etc. Ce qui va permettre de pouvoir constituer des bassins d'audience, continuer à faire du lookalike, continuer à faire du retargeting, mais de manière plus large, moins ciblée sur une seule personne, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place techniquement. Et également, on peut carrément utiliser des outils déportés propriétaires ou des outils en SaaS qui vont permettre de piloter les campagnes en sortant complètement des plateformes de Google ou Facebook. Et là, vous avez un pilotage live au réel sur les coûts, les dépenses et le nombre de leads générés. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses à mettre en place qui sont assez techniques, mais en point de vue de ROI et de gestion de campagne pour les traffic managers, etc., c'est quand même beaucoup plus agréable. Voilà. Je passe la parole à mon confrère Laurent, qui va vous donner d'autres solutions. Oui, sur les solutions marketing proposées, les 4 items qui sont listés sont peut-être bien connus déjà de tous. Il n'en reste pas moins, à notre sens, le b.a.-ba pour la bonne conduite d'une campagne de lead generation.
Ils vont aussi permettre de répondre, il fallait le caser, ce message, au fameux « le bon message à la bonne personne et au bon moment », à savoir l'A/B testing. Alors, le digital le permet de façon tous azimuts. Il s'entend ici, par exemple, sur les assets créatifs, sur les supports, l'A/B testing sur les objets d'email, avec par ailleurs les problématiques de délivrabilité que l'on connaît et des nomenclatures qui évoluent sans cesse, l'A/B testing sur l'échantillonnage des cibles pour ensuite généralisation sur les plus pertinentes. Ensuite, la personnalisation, c'est par exemple contextualiser le message ou l'offre en fonction de la cible ou du segment qu'on adresse. Si on parle de levier sur l'email, c'est l'ajout du prénom dans l'objet. Dans un script d'appel pour du télémarketing, c'est une introduction dédiée selon l'origine des datas. C'est aussi la géolocalisation des contacts. La data quality, le mot peut revêtir plusieurs sens. Donc, ici, on l'entend en amont du lancement ou pendant une campagne marketing. C'est s'assurer de l'intégrité des données. Comme le disait Léa, c'est la vérification des formats email, des formats téléphone, le check de tous les champs complétés sur les formulaires. Sur le postal, c'est la vérification de la nomenclature des adresses via des traitements comme RNVP, stockage, charade. Enfin, dernier item, le lead management, qui va permettre l'analyse et l'optimisation de la lead generation via des interfaces de monitoring qui peuvent être plus ou moins poussées, via le scoring des leads, via des outils comme le call tracking qui mesure la réactivité de l'appel du lead par les forces terrain ou commerciales, via des enquêtes ou surveys qui permettent de mesurer la qualité des leads post-campagne et par la même occasion de régénérer du lead en convainquant les éventuels indécis, et via du nurturing qui va permettre de renforcer la relation avec le lead dans le cas de figure où il n'est pas assez mature pour l'achat. On peut passer, Axel, au slide suivant. On vous propose un focus levier sur quelques leviers, maintenant qu'on a eu un bon aperçu des best practices. Quelques leviers plus en détail, en sachant qu'ici, on est contraint par le temps, évidemment. C'est juste une sélection. Il n'y a pas en soi de mauvais levier. Il s'agit surtout que le levier corresponde bien à la problématique client et de l'exploiter au mieux. Alors, les émulateurs B2C, on verra le pendant B2B avec Axel ensuite. Le principe de l'émulateur, c'est donc un site internet qui propose des comparatifs de produits. Si on prend l'exemple du secteur automobile, il s'agit de pouvoir essayer le ou les véhicules de son choix en concession, toutes marques confondues. Il y a 2 modes de monétisation, au lead brut ou lead livré par l'émulateur. Je vous indique une fourchette tarifaire qui est à prendre avec des pincettes, mais on est généralement entre 10 € et 70 €. On peut aussi les travailler au lead net, ça veut dire qu'ils sont requalifiés par un call center, généralement le call center de l'annonceur final, qui va ainsi filtrer les leads avant la livraison à ses forces commerciales. Et on a ici donc un peu plus cher, entre 80 et 120 €. Axel, tu veux nous parler des marketplaces ? Oui, tout à fait, un petit focus marketplace B2B. Alors, voilà, un exemple de marketplace B2B où on est dans une spécificité du lead, c'est un lead mutualisé. C'est-à-dire que le besoin d'un annonceur, d'un utilisateur professionnel, d'une entreprise en fait, va être partagé jusqu'à 3, 4, 5 annonceurs. Donc c'est un lead partagé, un lead mutualisé. Et la spécificité de ce genre de marketplace, c'est que effectivement, elles viennent chercher l'internaute professionnel par le besoin. Ici, en l'occurrence, un besoin de vidéosurveillance pour les locaux, par exemple, avec différents champs et étapes de formulaires qui sont demandés. Et in fine, effectivement, les adresses, les champs les plus importants, notamment l'adresse mail. La spécificité de ce lead mutualisé, alors là aussi, il y a un pricing qu'on peut donner. Je sais que nos éditeurs aiment bien savoir combien ça coûte. Alors là aussi, à prendre avec des pincettes. Sur de la TPE, on est allé entre 35 et 70 € le lead, même mutualisé. Ça dépend des catégories. Il peut y avoir moins, voire plus. Cela dépend. La spécificité, c'est que à la fin de la collecte, la marketplace B2B est dans l'obligation de donner le nom du fournisseur avec qui l'utilisateur va être mis en relation. Il doit savoir qui des 1, 2, 3 jusqu'à 4 ou 5 annonceurs va l'appeler pour qu'il obtienne un devis. Ça, c'est une chose. Et il aura également le choix, c'est un prérequis que la RGPD impose, il aura également le choix de dire je veux bien cet annonceur être mis en relation avec cette société et cette société, mais pas cette société. Et la marketplace B2B doit faire ce travail effectivement
pour que l'utilisateur reçoive ce qu'il a demandé. Voilà le petit focus marketplace B2B. Je repasse la parole à mes confrères. Merci Axel. Autre levier intéressant, c'est le télémarketing. On parle aussi de leads qualifiés via appel sortant. En amont, on aura bien sûr veillé à la sélection des téléphones selon la cible, téléphone mobile de préférence, avec bien sûr un script dédié pour la campagne. On peut par exemple affecter le lead à une force terrain grâce à un outil cartographique. On suit la campagne en live via des flux web services avec le call center, les livraisons dans le CRM client, et on suit les rappels via les forces commerciales pour mesurer la performance et le ROI. Sur ce levier, pour info, on peut atteindre des taux moyens de leads générés de 2 à 5% de leads environ. Et pour vous continuer à vous donner une fourchette tarifaire, on est sur du B2C, on est entre 90 et 140 euros du lead. Quant au B2B, on est plutôt sur les 200 euros, c'est donc un peu plus cher. Autre levier, l'emailing à la performance, on l'utilise plutôt au CPL principalement. Le CPC existe aussi, il est plus orienté trafic à notre sens. Ici, on veille toujours à sélectionner les bases de données les plus en accord avec la cible. On renvoie vers un formulaire branché en flux avec le CRM client pour transmission des leads au réseau. En respectant les bonnes pratiques évoquées plus tôt, la data quality, l'A/B testing, la personnalisation, on atteint des taux de l'ordre de 1 à 4% d'inscrits. Sans ces bonnes pratiques, on sera assurément en dessous des 1%. Enfin, et ce n'est pas le moins important, on va monitorer également ce qu'on appelle l'ICPM pour veiller à la rentabilité de la campagne du côté de l'éditeur ou du propriétaire des bases de données. Les fourchettes tarifaires aussi, là sur le CPL, on est de 1 à 30 euros, donc c'est très large, c'est vraiment selon la définition du lead et le secteur et les thématiques. Au CPC, au coût au clic, on est entre 0,5 et 1,5 euros du clic, et au CPC-U, clic utile, unique, on est à 1 à 2 euros du clic unique. Et je laisse Thomas nous parler du petit dernier des réseaux sociaux. Oui, merci Laurent. Donc on trouvait intéressant de faire un petit focus sur un levier qui est vraiment très jeune et qui est en développement exponentiel. Donc on voit que Instagram, Google commencent à s'intéresser à TikTok et à faire à peu près des encarts publicitaires similaires basés sur des vidéos un peu de snacking. Donc c'est un réseau social qui est en fort développement avec un reach énorme qui augmente tous les mois. Autant d'autres réseaux comme Facebook, Snapchat, etc. sont en perdition, mais lui est vraiment en développement, que ce soit sur toutes les tranches d'âge, même les personnes de plus de 30 ans. Donc, on va faire un petit focus donc, au niveau de la facturation sur la publicité. Donc, forcément, pour la lead gen, on est sur une facturation au CPM, comme les autres régies publicitaires. Mais la différence, c'est que c'est une régie, c'est une plateforme publicitaire qui est assez jeune. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Pourquoi ? Parce que les CPM sont beaucoup plus faibles que sur Facebook. Par exemple, j'ai comparé pour vous 2 campagnes, par exemple une campagne sur l'habitat, où on a quand même des CPM qui sont 6 à 12 fois moins chers que sur Facebook, pour le moment, parce que je pense que les annonceurs vont y aller. Donc, on était à peu près à 1,14 euros de CPM sur TikTok, là où on est entre 6 à 12 euros sur Facebook. Voilà. Le CPC, comparé à Facebook, il va être divisé par 2. Là où on va être à 1,20 € sur Facebook, on va être à 0,58 centimes sur TikTok. On a par contre des CTR très très faibles, donc des taux de clic très très faibles, qui sont avoisinant entre 0,09%. C'est-à-dire que les gens scrollent, mais ne s'arrêtent pas forcément. Donc c'est à vous d'être bon, de faire un bon, ce qu'on appelle le scroll stopper, pour vraiment, quand les personnes scrollent les vidéos, pour vraiment arrêter et stopper les internautes pour qu'ils s'intéressent à votre vidéo et cliquent sur le lien pour aller sur la landing page. Et concernant le taux de conversion, il est assez similaire par rapport aux autres plateformes publicitaires. Donc moi, je peux que m'engager à vous dire d'y aller. Ça fait des leads de qualité, de la vidéo, et même en B2B, pour Axel par exemple, on voit des acteurs qui font des vidéos et ça fonctionne très bien. Voilà. Merci Thomas des conseils. Après ce focus levier et les différentes informations qu'on vous a données, effectivement, on voulait mettre en avant la valeur, valoriser la lead gen. À nous de mieux effectivement expliquer aux annonceurs nos productions de leads et de mieux valoriser nos dispositifs pour qu'ils comprennent en fait toutes les mécaniques et toutes les mécaniques et les contraintes qu'il y a derrière. Rapidement,
On a vu que le cadre législatif peut être contraignant, en tout cas il l'est, qu'il y a une diversification des moyens de production, on l'a vu ensemble, et à la fois et également, in fine, une exigence accrue des directeurs à acquisition sur les moyens qu'on met en place. Il faut rappeler à nos annonceurs, c'est ce qu'on dit nous, qu'ils sont sur, un modèle économique à la performance. C'est un modèle, séduisant, beaucoup d'exigences sur ce modèle, peut-être pas assez sur d'autres modèles très branding. C'est un petit peu le constat qu'on fait, et avec une prise de risque, souvent, voilà, du côté du producteur de leads. Donc c'est des points qu'on aime à rappeler à nos clients. Heu voilà. Également une valeur qui ajoutée, qui est sous-estimée. Là, on vient de mettre en avant, toute la valeur qu'il y a derrière un lead. À nous, effectivement, de mieux l'expliciter à nos annonceurs pour qu'ils comprennent que derrière, il y a des ressources à la fois humaines et technologiques. On a vu également que, toutes ces contraintes et toutes ces nouvelles technologies et toutes ces demandes d'annonceurs qui veulent, moins de masse, plus de qualité, font en sorte que, nos coûts de production, augmentent évidemment. On met plus de briques, hem, humaines et technologiques. Donc in fine, ce qui va amener, en tout cas, c'est déjà le cas, vers une augmentation nécessaire, des CPL. Plus il y a d'exigences, plus, ça se paye et ça se valorise. Et c'est pas un gros mot effectivement de demander à nos annonceurs, de proposer à nos annonceurs des leads plus chers parce que plus qualitatifs. Les pers Oui, en avant vers les perspectives, pardon, de 2023, et là, je passe la parole à, Thomas. Oui, merci Axel. Donc on a fait un petit focus en fait sur les innovations B2C et B2B. Bon, on a quelques-unes, hein, il n'y a pas tout. Donc on voit quand même en lead gen sur le B2C vraiment un développement vraiment très 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 important des vidéos sur différents supports. On a parlé de TikTok tout à l'heure, mais tout le monde s'y met. Donc vraiment la vidéo, je pense que c'est quelque chose qui est très très important. Le petit conseil qu'on donnera, c'est qu'il faut 5 secondes pour convaincre et arrêter un internaute. Donc voilà, il y a pas mal de techniques. On a également l'émergence de nouveaux types de vidéos, comme les vidéos UGC. Alors en anglais, je ne risquerai pas, mais ça veut dire un contenu généré par l'utilisateur, c'est-à-dire qu'une personne qui va avoir recours à un service suite à une demande de lead gen va témoigner en direct, en se filmant. Donc par exemple, une personne âgée qui a installé une douche sécurisée va témoigner. C'est moins professionnel, mais l'utilisateur va plus s'identifier à cette personne qu'une vidéo vraiment très professionnelle, très corporate. Voilà. On peut également voir qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'innovations à venir sur TikTok, des nouveaux formats sur TikTok. Il ne faut pas laisser non plus de côté les réseaux sociaux comme Snapchat et Pinterest qui sont normalement utilisés par les e-commerçants. Je pense qu'il faut aussi y aller, faire des campagnes, tester, faire du test and learn sur ces réseaux et ça fonctionne très bien. On voit aussi l'émergence des GIFs, donc des images animées sur le levier du Native Ads, qui permettent en bas des articles des sites médias d'attirer l'œil, c'est intéressant. Et également, une autre innovation qui peut être intéressante, c'est le chat live, c'est-à-dire que vous allez chatter avec les internautes qui visitent votre page, et là, vous avez vraiment une personne derrière, ce n'est pas un chatbot, c'est vraiment une personne qui va entamer une discussion avec vous, vous poser les bonnes questions et générer vraiment un lead très qualitatif. Et concernant les innovations B2B, on voit vraiment vraiment une déferlante du gros hacking, donc le gros hacking qui permet de générer des leads B2B à faible coût, avec derrière, les coûts sont faibles, mais il y a vraiment de la grosse technicité, mais ça peut vraiment avoir un effet de levier important pour des grosses sociétés ou des startups comme vous et nous. Voilà. Merci. Merci.
Merci Thomas, on continue. On a bien lu vos questions hein, sur le chat. On va prendre quelques temps à la fin du webinaire, là, dans quelques instants, pour y répondre évidemment. En tout cas, l'horizon est basé sur l'exigence, hein, comme on vous l'a rappelé. Plus de plus de régulation et de transparence. Le législateur régule, hein, c'est son voilà, c'est son métier entre guillemets. Donc il faut qu'on acquiert effectivement la confiance des annonceurs, en partie grâce à la transparence de nos dispositifs et de nos savoir-faire. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, la recherche de la rentabilité. Effectivement, tout le monde est héroïste. Nos annonceurs deviennent de plus en plus héroïstes. Nous aussi, producteurs de leads, effectivement, on veut générer des leads et non pas à des coûts exorbitants et de conserver une marge. Donc nous, voilà, tout en ne dégradant pas évidemment la qualité et de ne mettant pas en péril nos campagnes. Il faut partir ensemble avec l'annonceur. Il faut construire une relation à la fois dans le temps et voilà et de confiance. C'est comme ça que les campagnes de lead marchent le mieux. C'est quand on a expliqué et quand l'annonceur nous fait confiance et quand on est également le plus transparent. Et enfin, ah bah, Domiti parlait de partenariat. Effectivement, plus on devient un vrai partenaire, pour l'annonceur et non pas un simple, sous-traitant, un sous-traitant lambda, plus on va lui prodiguer, des conseils, plus notre valeur ajoutée, effectivement va augmenter et plus, effectivement en étant ensemble avec, l'annonceur, on va lancer et générer lancer des dispositifs effectivement, efficaces et générer des leads de qualité. Je laisse le point final à Domiti sur ses perspectives 2023 et notamment sur le juridique. Merci Axel. Oui, en toile de fond, la question de la compliance réglementaire, ça doit pas être un point bloquant parce que c'est un sujet maîtrisable et ce, même pour les nouveaux leviers dont on a parlé. Ce qu'il faut retenir, c'est que engager des campagnes d'acquisition de leads, c'est possible. Ce qu'il faut, c'est choisir un partenaire de qualité, digne de confiance et qui apporte des garanties en matière de traitement des données à caractère personnel. Ça représente également un coût parce qu'il y a des contraintes, plus de contraintes, c'est plus qualitatif, mais surtout, il y a contrepartie, c'est que la campagne préserve l'image de marque de l'annonceur. Et pour aider à y voir plus clair dans les règles, dans les solutions d'acquisition de leads et les acteurs qui les proposent, la nouvelle édition du book de lead est une ressource utile. Effectivement, merci Domiti pour ce point final. Comme vous le savez, le book du lead est disponible dès maintenant sur un lien qui est dans le chat. Et dans le book du lead, vous aurez effectivement un résumé de tout ce qu'on vient de dire sur un point de vue RGPD notamment, avec tous les différents leviers et également toutes les spécificités des acteurs du lead du CPA que nous sommes et d'e-lead, Time One, Data on Demand et tous les autres du collège lead, évidemment, qui ne sont pas là, voilà, aujourd'hui, mais qui nous suivent et qui ont contribué à ce bout du lead. Avant de passer aux questions, je voulais remercier effectivement, l'ensemble des intervenants et de tout le collège lead, du CPA. Alors il y avait pas mal de questions. On avait une question peut-être pour TikTok, pour Thomas, pour une assurance, TikTok, d'après vous, est-il conseillé pour un annonceur dans l'assurance? Oui, tout à fait. Après, il faut savoir que TikTok c'est quand même une régie publicitaire, enfin un média qui vient quand même de Chine, donc c'était assez contraignant en termes de législatif, mais là ils sont en train d'ouvrir un peu les portes, mais tout à fait, oui, pour une assurance, c'est totalement faisable. Il faut savoir qu'aujourd'hui les leads et les prospects sont partout et aussi sur TikTok, donc oui, pour une assurance, on peut très très bien faire une campagne vidéo qui va générer des leads de qualité. Il suffit de bien s'y prendre et de mettre en place les bonnes opérations. Tout à fait, c'est totalement. Moi, je le conseille bien pour les assurances. Et peut-être pour compléter ce qu'a dit Thomas, il y a déjà des annonceurs comme la Maïf qui sont présents aujourd'hui en publicité sur TikTok et pour des produits qui ne sont pas les plus sexy en assurance, comme de l'assurance décès par exemple. Donc c'est déjà en marche. D'accord. Oui, tout à fait. On voit par exemple
la loi Lemoine, l'assurance de prêt qui permet de pouvoir arrêter son assurance de prêt à tout moment, qui vraiment a le vent en poupe sur TikTok. Pour compléter ce que dit Léa. On a une question sur la technologie, notamment le S2S. C'est très technique. Est-ce que vous n'avez pas galéré à le mettre en place? C'est pour moi encore? Ouais. Pour tout le monde qui utilise le serveur to serveur. Peut-être commence, toi Thomas, est-ce que tu as galéré Oui, si on peut utiliser ce terme, mais c'est pas forcément évident parce que chaque plateforme publicitaire a son serveur to serveur. Chez Facebook, c'est Capi, chez Google, c'est encore un autre. C'est pas forcément évident, mais avec des bons techniciens et des bons des bons serveurs, on y arrive bien. Mais voilà, donc nous, on le fait pour nos clients, on l'offre, mais c'est pas forcément facile, c'est sûr. Mais bon, ça permet quand même de pouvoir diminuer le coût au lead. Donc, on le fait quand même. On l'a quand même fait, mais c'est vrai que c'est pas facile. D'accord. Merci Thomas. Autre question à laquelle je vais me permettre de répondre. Email à performance sur le B2B, donc question de Diane. La personnalisation sur le prénom en B2B est difficile sur certaines cibles. Oui, effectivement, la personnaliser, dès lors qu'on est propriétaire de la data et qu'on a ce champ tous les champs, là c'est moins difficile. Mais dès lors qu'effectivement on fait appel à des partenaires et qui n'ont pas forcément le prénom, par exemple, oui, c'est plus contraignant. Donc, nous, en tout cas, on enrichit notre data pour effectivement avoir le maximum de champs et notamment le prénom afin de personnaliser effectivement, et c'est plus quali de personnaliser, je pense que sur le B2C aussi, afin de personnaliser les emails. Est-ce que le levier email, ça c'est peut-être à Laurent, est-ce que le levier email reste le top des leviers en termes de qualité du lead généré? Oui, je crois qu'on peut répondre oui à la... Ah, attendez, non, j'ai bien mon micro. Oui, c'est plutôt oui. Je vais dire c'est plutôt oui parce qu'on entend souvent l'inverse. Est-ce que on peut entendre que l'email est mort de temps à autre? Et je crois que ça fait 10 ans qu'on l'entend déjà. Et à ce titre, oui, c'est un des leviers, s'il est bien travaillé, qui peut apporter des leads de qualité. Et dans les mécaniques qu'on peut proposer, d'ailleurs, souvent, c'est un des leviers où il n'y a pas de requalification par le call center. La transmission du lead est faite directement à l'annonceur. Donc que ce soit la performance ou au CPM, ça reste un levier tout à fait qualitatif et très courant d'ailleurs en fait, autant que les autres leviers qu'on a pu évoquer. Donc oui. Ok, merci Laurent. Question encore sur la technique du serveur to serveur. Et Domiti parlait de consentement, Thomas également, enfin on a tous parlé de consentement. Est-ce que la technique du serveur to serveur permet de s'abstenir de collecter le consentement? Qui veut répondre? Alors, je peux peut-être intervenir Oui, d'un point de vas-y. vue juridique. Tout dépend, qu'est-ce qu'on vise quand on s'interroge sur l'absence de consentement. Les données collectées à l'origine, selon la nature des données collectées et de la finalité, peut nécessiter un consentement ou une autre base légale. Ensuite, si le serveur to serveur, c'est un outil pour contourner en fait le cookie et permettre de simplement transmettre des informations, dans ce cas-là, en effet, comme on n'est plus sur de la technique de cookie et de lecture d'informations sur le terminal de l'utilisateur, le serveur to serveur en soi ne nécessite pas de consentement comme l'exige le cookie. D'accord. Si je peux me permettre de rebondir par ce que dit Domiti en termes marketing, oui, forcément, enfin, sur les cookies, on n'a pas besoin de consentement, mais par contre, le serveur to serveur, on ne peut pas s'affranchir du consentement de transmettre les coordonnées de la personne, donc ce que dit Domiti tout à l'heure, que le lead soit opt-in, parce que si vous transmettez un lead non opt-in à une plateforme, forcément, vous n'avez pas le droit, donc il n'a pas donné son accord, donc voilà. Donc ça permet dans une moindre mesure de pouvoir le contourner, mais pas, voilà. Merci Thomas. Autre question de Lionel à Aix-en-Provence. Comme nous le notons dans de nombreux secteurs, peut-on s'attendre à une augmentation des coûts du lead, des CPL, en raison du contexte économique et de l'inflation? Qui veut répondre? Moi, j'ai ma petite idée, mais Oui. On essaye.
Ouais, Je peux Léa, peut-être rebondir, c'est ce qu'on disait, avec la crise, il y a eu beaucoup d'annonceurs qui sont tournés sur le digital et comme la majorité des leviers, plus il y a de concurrence et plus ça augmente les CPL. Le contexte également juridique et les leads de plus en plus qualifiés qu'on est amené à générer forcément fait augmenter le CPL. Donc oui, effectivement, il faut s'y attendre et ça commence déjà. merci Léa, effectivement. Et ça commence déjà et j'ai envie de dire, pour tout ce qu'on vient de dire, pour toute la valeur qu'il y a derrière, voilà, moi, à mon humble avis, les CPL étaient trop bas pour tous les services et la qualité que généralement les acteurs du lead proposent. Question Autre pour question. Domiti. Pour Ouais, Domiti, Access, tu la vois de Noelia. Est-ce que vas-y. les call centers offshore ou autres seront toujours en mesure de produire du lead compte tenu des restrictions, tentatives de rappel, horaires, etc., dans la loi qui va passer en mars? Alors, les call centers, comme ils agissent pour le compte d'un annonceur, si l'annonceur est français, l'annonceur sera tenu aux règles qui sont dorénavant dans le code de la consommation. Donc, oui, les call centers offshore seront dans les faits tenus de respecter la réglementation française. Et sinon, peut-être l'annonceur s'expose à une sanction. Oui, pour compléter, parce que finalement, la question, c'était est-ce qu'avec toutes ces contraintes, ils vont réussir à continuer leur activité? Aujourd'hui, nous, on a déjà des partenaires qui se sont imposés ces contraintes bien avant la mise en place de la réglementation. Et pour compenser finalement cette perte de transformation et oui, c'est cette perte tout simplement, ils traitent aujourd'hui 20% de plus de leads pour compenser toutes ces restrictions. Mais est-ce qu'on peut peut-être dire un peu plus au niveau des restrictions qui vont être mises en place, Domiti? Je ne sais pas si vous êtes informé de ça. Oui, il y a des restrictions en termes de jours et d'heures pour la prospection par téléphone, c'est-à-dire que ce n'est autorisé que du lundi au vendredi et sur les créneaux de 10h, 13h, 14h, 20h, hors jour férié, avec une limitation à 4 sollicitations du consommateur. Il y a des exceptions, et ça, pour quel que soit le consommateur, qu'il soit sur liste Blocktel ou pas sur liste Blocktel. Il y a quand même une exception à cette règle, c'est lorsque le consommateur a expressément consenti à être rappelé en dehors de ces horaires-là. Et là, on parle du consommateur et particulier. Oui. Alors, ces règles s'appliquent aux consommateurs. Et, a priori, elles ne s'appliquent pas aux non-professionnels. Donc, on est dans des règles qui s'appliquent dans un contexte B2C. D'accord. Et Domiti, 4 sollicitations, pas plus de 4 sollicitations, c'est par mois du même annonceur? Oui, par mois, pardon. Oui, du même annonceur. D'accord. Donc, en fait, un cadre un peu plus, enfin, beaucoup plus resserré qu'il y avait. Donc, en pratique, un call center qui a plusieurs annonceurs devra respecter la limitation de 4 pour chacun de ses annonceurs. Mais dans le mois, du coup, pourra lui-même appeler le même consommateur plus de 4 fois si c'est pour des annonceurs distants. Mais Domiti, est-ce que cette loi est vraiment que pour par exemple, ce qu'on appelle les leads dans le dur, les bases de données achetées, ou les leads qui ont donné leur consentement pour être appelés pour un service, je sais pas, dans l'immobilier ou dans le service ou dans l'habitat, est-ce qu'ils sont concernés par cette loi ou ce décret? Non, ces règles, justement, quand il y a une demande active du consommateur à être rappelé, on est dans les cas d'exception. Par contre, si on a un consommateur avec lequel on est déjà en relation contractuelle et on veut l'appeler pour faire évoluer son contrat, lui proposer de nouvelles offres, là, on n'est pas dans la demande expresse du consommateur. C'est-à-dire que c'est plutôt l'annonceur qui va engager la démarche de lui proposer de nouvelles choses et on retombera dans les exceptions de limitation horaire et nombre de sollicitations par mois. C'est très clair. C'est très clair. Merci beaucoup. Autre question, le temps passe. Comment récolter des vidéos UGC? Question de Ambre. Je vais en parler vu que c'est moi. Mais il suffit de demander à vos utilisateurs ou consommateurs
à vos clients de faire des vidéos directement ou de passer par... Il y a aussi des agences spécialisées en vidéo. Nous aussi, on le fait en interne chez Edilid. Donc voilà, donc vous pouvez le faire en demandant à vos utilisateurs qui sont contents. Je ne sais pas, vous pouvez leur donner un petit vouchers ou un petit chèque cadeau. Ils vous feront une vidéo, je pense. Voilà, ça... Après, il faut leur demander le consentement domicile de droit à l'image, etc., etc. Mais voilà, c'est des choses qui sont totalement faisables. Hein. Faire une petite communauté de clients. Autre question, dernière question peut-être. Ne pensez-vous pas qu'un lead partagé, effectivement, ça concerne le lead mutualisé plus de 3 fois, risque tout simplement de ne pas donner suite à aucune demande? C'est pas ce qu'on observe. Généralement, effectivement, un utilisateur, bon là en l'occurrence c'était un utilisateur professionnel qui fait une demande, c'est justement pour qu'on lui facilite la vie. C'est pour que lui fasse pas 3 demandes, en tout cas à 3 annonceurs différents. Il est averti déjà qu'il aura qu'il aura plusieurs annonceurs qui vont l'appeler, qui va être mis en relation avec plusieurs annonceurs. Non, au contraire, les taux de transfo sont bons et il n'y a pas de souci sur ça, du moment que l'utilisateur est au courant qu'il va être rappelé par telle et telle société. Dès lors qu'on est transparent avec l'annonceur, il n'y a pas de souci. D'autres questions peut-être avant la fin? Quel avenir pour les outils d'ad testing avec les restrictions RGPD? C'est peut-être Domiti, non? C'est des scripts qu'on va poser sur des landing pages pour comparer différentes pages, différents formulaires. Je sais pas si... Ouais. AB testing, lorsque l'A/B testing, lorsque ça se base sur l'utilisation d'un cookie, ce n'est pas un cookie exempté de consentement. Donc la personne, pour être A/B testée, doit valider son consentement avant d'être A/B testée et de déclencher derrière. Très bien. Écoutez, a priori, il n'y a plus d'autres questions. On voulait tous vous remercier effectivement pour voilà, vos questions et votre attention pour ce webinaire organisé par une partie du collège lead du CPA, le collectif pour les acteurs du marketing digital. N'oubliez pas, il y a un lien dans le chat pour télécharger ce nouveau book. Vous y retrouverez tous les membres du CPA et tous les experts en lead et toutes les informations, notamment juridiques. N'hésitez pas à nous solliciter évidemment. Voilà, merci en tout cas à Domiti, Thomas, Léa et Laurent de s'être associés voilà, au Collège Lead pour ce webinaire. Merci Axel pour l'invitation. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci, excellente journée. Au revoir. Bonne journée à tous.